Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Ils ont envahi nos routes depuis quelques années. Je veux parler des SUV. De plus en plus grands, de plus en plus lourds, ils prennent de plus en plus de place. Et ça ne va pas sans poser quelques problèmes. Alors, faut-il prendre des mesures pour en limiter le nombre? On ouvre le débat ce soir sur cette question avec nos invités. Des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Quentin Lancredon. Bonsoir, vous êtes coordinateur de l'association de Shifters Belgique. C'est une association qui milite pour la décarbonation de l'économie. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Jos Kazemans aussi. Bonsoir. Vous êtes directeur de la communication chez Touring. On va commencer cette émission par un chiffre, un constat. Entre 2013 et 2023, pour les nouvelles immatriculations en région bruxelloise, le poids de voitures a augmenté de 10% pour les voitures de particuliers et de 17% pour les voitures immatriculées par les entreprises. En chiffres, ça donne ça. Regardez plutôt, les voitures de société, le poids est de 1711 kg, les voitures privées 1463 kg et 10% des SUV ont plus de 2300 kg. Première question pour vous, Jos Kazemans. Vous connaissez bien le monde de l'automobile. Comment on a fait pour en arriver là, à des véhicules si lourds? Plusieurs raisons, je pense. Une demande du client vers des véhicules mieux équipés, plus confortables, etc. Deuxième, l'équipement en sécurité structurel qui fait augmenter la masse. Troisième point important aussi, je pense, c'est l'intérêt des constructeurs de vendre des véhicules haut de gamme, bien équipés, etc. Et puis l'arrivée de la voiture électrique qui, elle, pèse quand même assez lourd. Oui, parce que ce qu'on a dit souvent, c'était les constructeurs veulent une marge bénéficiaire maximum, donc ils équipent des gros véhicules de luxe et on met sur le côté finalement la production de véhicules moins lourds. Je pense que c'est une tendance qu'on voit dans tous les secteurs. On peut faire avec une cuisine moins équipée et pourtant on préfère avoir le full option, je dirais. Donc ce n'est pas uniquement dans le secteur de l'automobile que ça joue, je pense. Et que c'est typiquement humain, je pense. Oui, alors Quentin Lancredon, pourquoi vous estimez, vous, que ça ne peut plus durer, qu'il faut prendre des mesures pour éviter l'embonpoint des véhicules ? Principalement parce qu'il y a plein de conséquences, et des conséquences négatives sur l'augmentation de ce poids et cette taille des véhicules. On rappelle qu'on est sur une tendance, si vous vous rappelez la taille des véhicules dans les années 2000, on a vraiment une augmentation forte. Et il y a principalement des raisons économiques pour lesquelles on augmente la part du budget des ménages lié à la mobilité, avec des véhicules plus chers à l'achat et qui vont consommer aussi plus d'énergie, que ce soit du combustible ou l'énergie. Il y a des raisons sociales en termes de risque et de sécurité automobile. Les véhicules plus lourds créent ce que Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité appellent un régime de sécurité à 2 vitesses. Paradoxalement, le conducteur est plus sûr, mais aussi il met les autres plus vulnérables. Et il y a aussi des raisons environnementales, le climat et la qualité de l'air. Alors justement, Bruxelles Mobilité et Bruxelles Environnement ont réalisé une étude pour analyser l'impact des SUV en ville. Et vous allez l'entendre, ces impacts, ils sont nombreux. Ça peut être un problème, effectivement, dans le sens où ça augmente la gravité des accidents pour les personnes vulnérables. Donc un piéton qui se fait renverser par une voiture qui pèse 500 kg en plus, eh bien voilà, c'est des dommages corporels supplémentaires. Ça augmente aussi l'usage de l'espace public. Donc les places de stationnement ne sont pas nécessairement dimensionnées pour des véhicules longs, larges et lourds. L'asphalte est aussi davantage usé, plus vite usé. Et on a aussi finalement une mauvaise performance au niveau de l'environnement. Ce qu'on gagne au niveau de l'efficacité énergétique avec l'évolution des moteurs et en allant vers l'électrique, on le perd sur un autre plan au niveau des émissions pour la production de ces véhicules lourds. Bon, ça réalise des émissions de CO2 et ces véhicules lourds ont aussi des émissions indirectes, des particules fines qui sont réalisées par exemple par le frottement au niveau des freins ou ce genre de choses. Alors, Jos Kazemans, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que ce message-là, il a été compris par les constructeurs, que finalement il y avait des effets assez négatifs à ces SUV? Oui, j'en suis convaincu. Je ne pense pas qu'un constructeur automobile va ajouter du poids juste pour ça. Ils ont des défis au niveau de la limitation des émissions de CO2. Et CO2 égale consommation d'énergie, ne l'oublions pas. Et donc, plus de poids qu'ils ajoutent à leur véhicule,
plus ça devient difficile de respecter les 95 grammes qui sont la limite d'émission de CO2 des nouveaux véhicules bientôt. Ouais. Alors pour vous, Quentin, il faut prendre des mesures fiscales. C'est un premier levier qui est très important. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jost sur la question aussi des éléments techniques. Un pot catalytique, c'est 3 à 5 kg. On a une augmentation de plus de 300 kg. Il faut tout un tas d'équipements. Je ne sais pas si on arrive vraiment. Et on a aussi des véhicules homologués à 1,4, une tonne 4 qui marchent très bien. Et oui, il faut prendre plusieurs mesures. La fiscalité est un signal fort qu'on peut envoyer, notamment si elle représente à l'achat du véhicule un conditionnement au poids et à la masse. Oui. Et selon vous, il faut une fiscalité plus importante à partir de combien de kilos, selon vous ? On peut être progressif, par exemple, commencer à donner une fiscalité plus forte sur les véhicules les plus lourds, de 2 tonnes 5, 2 tonnes, 1 tonne 5. Aux Pays-Bas, par exemple, on a des signaux-prix qui représentent sur la masse 10% du poids, du prix d'achat du véhicule. Ça pourrait être intéressant d'envoyer ce signal-là aux constructeurs pour aussi changer les comportements d'achat et essayer de réduire la taille des véhicules. Oui, alors Jost Casemans, qu'est-ce que vous dites à ça finalement ? Voilà, si vous avez de l'argent, vous l'assumez et vous payez une fiscalité très importante si vous prenez un SUV très lourd. Touring a toujours plaidé pour une fiscalité qui est en lien avec les performances écologiques du véhicule, ça c'est clair. Et on en connaît les résultats. La Flandre l'a fait dans une certaine mesure et on voit aujourd'hui que 80% des voitures privées électriques sont vendues en Flandre. Et ce n'est pas uniquement parce que la Flandre est plus riche. On l'a fait aussi dans le secteur des voitures de société. On a changé la fiscalité et tout d'un coup, hop, la voiture électrique a décollé. Donc une fiscalité automobile qui est juste et qui est en lien avec les performances écologiques du véhicule, de grâce, oui. Oui, mais vous dites également qu'il y a des véhicules électriques qui sont très très lourds. Pour l'instant, ils sont taxés de la même façon, peu importe leur puissance et leur masse ici en région bruxelloise. Vous avez l'impression, vous, pour ces véhicules électriques très lourds, il faudrait une fiscalité dissuasive. Oui, on est d'accord avec Jost. La fiscalité actuelle pousse à l'électrification de la flotte sans réfléchir aux critères de poids et de l'augmentation de la taille, ce qui est un problème puisqu'on consomme plus de ressources, on alourdit la part budget des ménages et il y a toutes ces questions de sécurité. Et donc on pense qu'il faut aussi envoyer un signal fort sur cette question de la fiscalité, même pour les véhicules électriques. Oui, alors justement, on pourrait dire, Jost Casemans, tiens, si vous avez un véhicule électrique qui n'est pas trop lourd, vous serez moins taxé. Par contre, si vous dépassez, comme là, 10% des SUV qui ont 2300 kg, on peut dire que ceux-là, même s'ils sont électriques, on pourrait fortement les taxer. Vous en pensez quoi ? Je dirais que les gens ne sont pas dupes. Au moment qu'ils choisissent un véhicule, ils savent très bien que quand ils prennent un véhicule plus grand, plus lourd, ils vont consommer plus, donc ça va leur coûter plus cher. Donc ce réflexe entre la consommation du véhicule et donc son impact environnemental d'un côté et ce qu'on va payer pour ce véhicule, il existe déjà. Il faut l'augmenter, il faut l'accentuer, je pense. Et je pense qu'on doit aussi arrêter de parler juste de la démonisation des SUV. On ne parle pas uniquement pour vous, c'est ça qu'on est en train de faire, en fait oui, on les taxe de tous les maux, sans raison. On parle toujours de SUV mauvais. Non, ici, ça ne concerne pas uniquement les SUV, ça concerne tous les véhicules qui dépassent certains critères. À Paris, par exemple, le stationnement, on parle stationnement SUV. Non, c'est tous les véhicules qui dépassent un certain seuil. Donc, il ne faut pas, je pense, tromper le consommateur et le faire croire tous les SUV sont mauvais, je ne prends pas de SUV, donc la chose est faite. Mais pour vous, quand on parle de fiscalité, puisque la Wallonie finalement taxe en fonction de la masse, mais pour vous, quelle est l'importance de cette fiscalité qui permettrait finalement de dissuader les gens d'acheter des SUV ? Il faut aller jusqu'où, en fait, selon vous ? Aujourd'hui, la Wallonie taxe et ça donne des signaux prix sur l'achat d'un véhicule entre 50 et 200 € à l'achat d'un véhicule, sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est ce que montre le rapport de Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité. Sur dizaines de milliers d'euros, ce n'est pas un signal prix fort pour changer le comportement. Et je pense qu'il faut aussi bien comprendre quelque chose qui achète des véhicules aujourd'hui en Belgique. Si on regarde les 100% des véhicules achetés, 20% des véhicules sont achetés neufs et 80% sont achetés d'occasion. Ce qui veut dire que les choix des véhicules neufs vont forcer demain la mère de famille de 4 enfants à acheter un véhicule plus gros, plus lourd,
qui va l'enfermer dans des choix avec une facture de carburant beaucoup plus chère. Mais pour vous, par exemple, ce serait quoi une fiscalité dissuasive? Ce serait quoi, 10 000, 15 000 euros en plus pour un véhicule? On sait qu'aux Pays-Bas, 10% du prix d'achat, c'est-à-dire plutôt quelques milliers d'euros, donc pour 2 tonnes, 1 500 euros aux Pays-Bas et pour 1 tonne 5, 1 000 euros, on a déjà des effets comportementaux qui se mettent en place et il montre une certaine efficacité de ces politiques publiques en termes de dissuasion du prix à l'achat. Est-ce que ça vous semble punitif, ça, Joost Casemans? 1 000, 1 500 euros, voire plus Je ne pense pas qu'on doit jouer avec des hyper gros montants. Ce n'est pas nécessaire. Je fais une certaine parallèle. Depuis un nombre d'années, chez nous, dans la commune, il faut payer les sacs poubelles. Ça coûte 2,50 € le sac poubelle. Ça n'a aucun impact sur le budget de ma famille, heureusement. Et pourtant, on fait attention. Donc même un petit signal bien donné, bien justifié, bien orienté, peut déjà avoir un effet. Ouais, là, vous êtes pas ne venons pas avec des taxations 10 000 euros, 15 000 euros sur une voiture électrique, trop lourde, etc. Je n'y crois pas. Donc pour vous, il faut une taxe de mise en circulation plus importante et une taxe de circulation plus importante. Tout à fait. Et en plus, on pense que ça peut être vraiment un argument économique de vulnérabilité pour le pays. C'est-à-dire réduire la masse des véhicules, c'est réduire la part, c'est augmenter le pouvoir d'achat des ménages, mais aussi la vulnérabilité économique de la Belgique par rapport à ses imports de carburant et de diesel. Et ça pourrait même se situer dans une politique industrielle on voit l'usine Audi qui ferme ici à Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'une politique industrielle fléchée vers des petits véhicules qui permettraient de rendre les gens moins vulnérables, le pays moins vulnérable, tenir nos objectifs climatiques et aussi avoir un espace social apaisé. Oui, vous pensez que c'est le cas, que maintenant les constructeurs européens ont pris le pli de faire des véhicules plus légers ou pas encore? L'offre est en tout cas très large. Et il y a des années déjà, les constructeurs venaient avec des trucs un peu space comme la Renault Twizy, etc. C'est les précurseurs d'un nouveau mouvement qui est en cours. On voit aujourd'hui des Microlino, on voit des Fiat 500, petites Fiat 500 aussi en version électrique. Mais bon, ce n'est pas un mouvement qu'on crée uniquement en Belgique. C'est un choix économique au niveau au moins européen et plutôt mondial. Et jamais les constructeurs automobiles seront en mesure de créer des véhicules spécifiquement adaptés pour une fiscalité wallonne ou bruxelloise ou flamande, voire belge. Donc on doit aborder cette thématique sur un en même temps, l'idée, ce serait, si vous savez, vous payez une voiture à 60 000 euros, peut-être que vous pourrez payer une taxe beaucoup plus importante. Donc ça repose sur les gens qui ont les moyens, les gens qui ont les épaules les plus larges. Est-ce que ça solutionne le problème? Non. Ça ne permettrait pas de diminuer, vous pensez, le nombre de SUV en ville? Non? Vous n'avez pas cette impression-là? Je pense que ça commence en se réalisant que le moment est aujourd'hui venu pour faire des véhicules d'une façon économiquement rentable pour les constructeurs, sinon ça ne se fait pas, des véhicules électriques de plus petite taille. On décrit toujours le fait que c'est arrivé par le haut du marché, par les voitures de luxe. Mais c'est toujours comme ça. Il faut d'abord créer une image qui est attractive. Il faut d'abord faire entrer cette technologie dans des véhicules qui coûtent cher et sur lesquels les marges sont bonnes. Et puis, aujourd'hui, on est sur le point de pouvoir faire de sorte qu'on ait des voitures électriques qui sont abordables, qui sont certes de plus petite taille, mais ce n'est pas encore le cas. On parle toujours de 25 000 euros, 30 000 euros. Mon collègue l'a dit, 80% du marché, c'est des véhicules d'occasion. La première voiture de mon fils, c'était une vieille Peugeot de 2 500 euros. C'était son budget max. Oui, mais vous pensez qu'on en prend le chemin, vous, vers des véhicules de plus petite taille et donc de moindre poids? C'est parce que montrent les chiffres qu'on a présentés en début d'émission. Non, on n'en prend pas. Aujourd'hui, on ne voit pas ces modèles émerger sur le marché. Il faut aussi... Pas assez, en tout cas. Pas assez, en tout cas. Et ça a des impacts économiques, on le rappelle. Il faut aussi rappeler que faire des véhicules plus petits, c'est beaucoup plus juste socialement. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les mesures environnementales que l'on prend, je ne sais pas si on va parler des mesures du gouvernement avec la zone basse émission qui a été reportée pour dire que c'était injuste parce que les gens devaient changer de voiture.
réduire la masse des véhicules, c'est beaucoup moins injuste. C'est les ménages les plus aisés qui détiennent les véhicules les plus lourds et ça permet de faire porter l'effort vers les gens qui ont plus les moyens. Oui, alors un autre levier, c'est les tarifs de stationnement. C'est le chemin qu'a pris Paris. Alors pour les SUV, véhicules thermiques de plus de 1600 kg et électriques de plus de 2000 kg, il y a un nouveau tarif qui est entré en vigueur dans certains arrondissements depuis le 1er octobre. Regardez les nouveaux tarifs. Ils sont très, très élevés puisque pour 1 heure, ça peut amener pour ce type de SUV à 18 €. Et si on reste 6 heures, ça coûtera 225 €. Ça fait 37,50 € par heure. Vous pensez quoi d'une telle politique de stationnement ? On doit vraiment en arriver là. Je trouve ça un peu dommage, vraiment. Et en plus... on va trop loin, selon vous, avec... on va beaucoup trop loin, effectivement. On doit faire effectivement des efforts pour orienter le choix du consommateur et aussi le choix des constructeurs automobiles, c'est vrai, mais pas de cette façon-là. Ça crée de l'exclusion aussi. Oui, alors pour vous, c'est des tarifs beaucoup trop élevés, ça. On est, si on reste 6 heures, ça fait 37,50 € de l'heure. Hein. Ce qu'on peut regretter avec ce qui se passe à Paris, c'est en effet qu'il n'y ait pas de progressivité, que ce soit du jour au lendemain, que ça n'envoie pas un signal d'acceptabilité progressif aux gens pour qu'ils puissent se préparer. Et ça, c'est un vrai sujet. L'acceptabilité de nos politiques publiques de mobilité, elle est très importante. Nous, sur la masse des véhicules, d'ailleurs, on a fait un sondage auprès des Bruxellois qui montre un très grand appétit de la part des Bruxellois de réduire la masse des véhicules. Et sur l'exemple de Paris, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de regarder l'exemple de Lyon, qui est plus progressif, qui fait des exemptions pour les familles nombreuses et pour les gens qui sont électriciens, artisans pour le stationnement, puisqu'on ne veut pas non plus pénaliser ces métiers. Et donc, en fait, c'est comment est-ce qu'on fait une politique publique, comment est-ce qu'elle est juste, comment est-ce qu'elle est acceptable, que ça peut marcher. Mais si on vous dit, Jos Casemans, on va faire maintenant pour le stationnement, eh bien, on va tenir compte de la masse, on va tenir compte de la longueur du véhicule et ce sera plus cher. Et puis, on va créer 1001 exceptions pour des familles nombreuses, des familles reconstituées, des gens qui ont besoin d'un grand véhicule pour leur métier, etc. Et on ne va pas s'y retrouver. Oui, on a de moins en moins d'emplacements en voirie. On renvoie de plus en plus en dehors de l'espace public. Est-ce que là, un véhicule qui fait 30 cm de plus ou 50 cm de plus en longueur, est-ce qu'il est vraiment gênant ? Je me pose la question. Oui, mais pour vous, est-ce qu'il faut, au vu... Bon, certains Bruxellois se plaignent déjà du coût très élevé du stationnement à certains endroits. Selon vous, à l'avenir, est-ce qu'il faut le moduler en fonction du type de véhicule à Bruxelles, en région bruxelloise? Pour répondre à la question de Joost, oui, c'est vraiment gênant. On a 2 véhicules qui se croisent, qui s'arrachent les rétroviseurs aujourd'hui. On a un bourgmestre à Schaerbeek qui a pris la décision de rendre des rues double sens, simple sens, parce que 2 gros véhicules ne savaient plus se croiser. Et donc, oui, il faut des exemptions. Il faut surtout envoyer un signal fort et progressif au monde de la construction automobile pour réduire la masse des véhicules. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre des mesures, mais qui soient progressives, qui soient juste socialement acceptables. Et on pourra aller jusqu'où, selon vous, alors, dans cette progressivité du coût du stationnement ? Ça va dépendre des réactions consommateurs. Je pense qu'il faut les sonder, il faut regarder comment ça se passe et voyons comment c'est acceptable. Mais en effet, aujourd'hui, on a beaucoup moins de places de parking et on a aussi des véhicules de plus en plus gros. Ça crée un paradoxe qu'il faut gérer. Oui, et pour vous, on pourrait augmenter le stationnement pour certaines catégories de véhicules ou vous ne voulez pas en entendre parler, Jos Casemans ? La base, c'est l'adaptation, une nouvelle fiscalité automobile qui oriente vraiment le choix vers les véhicules qui offrent le plus de sécurité, le plus de respect de l'environnement et inévitablement, on arrivera à la taille et au poids du véhicule. Donc, pourquoi créer des restrictions supplémentaires ? Ce n'est pas possible, je pense. Et le faire du jour au lendemain, je pense que c'est une très, très, très mauvaise idée. Oui, alors un troisième levier, ce serait d'interdire certaines rues à ces véhicules le plus lourd. C'est réaliste, ça, vous pensez, Quentin ? Quand on pose la question aux Bruxellois, nous on a fait un sondage auprès de 600 Bruxellois qui répondent 70% des Bruxellois constatent l'augmentation de la masse des véhicules, 70% de ces Bruxellois constatent les effets négatifs de cette augmentation de la masse et 75% sont en faveur pour prendre des mesures, notamment pour limiter la circulation de certains de ces véhicules. Donc on a une population en ville qui est plutôt en faveur d'essayer de trouver un espace apaisé sur ces questions. La question c'est si on fait ça, comment on le fait ?
Et encore une fois, je ramène au sujet de la justice et de l'équité sociale sur ces questions-là, de ne pas pénaliser les plus faibles et de aussi poser les questions de la progressivité de faire ça. Je pense qu'il ne faut pas interdire du jour au lendemain. Il faut envoyer des signaux petit à petit, un peu comme la zone basse émission pour les questions d'émission, pour que ce soit progressif et pour que les gens adaptent leur comportement de manière progressive à ces Alors sujets. concentrer les véhicules les plus lourds sur les grands axes, vous en penseriez quoi, vous? C'est ce qu'on a déjà fait. C'est ce qu'on a déjà fait en interdisant la traversée de la ville et en renvoyant vers la petite... mais tous les véhicules sont quand même autorisés en ville, mais effectivement, c'est plus compliqué d'aller à certains endroits. On a réduit la vitesse, on a réduit le passage en ville. Donc ce sont déjà des mesures qui ont été prises. En plus, les lois de la physique sont ce qu'elles sont. Une confrontation entre un cycliste, un piéton qui fait 60, 70, 80 kilos et un véhicule qui en fait 800, un véhicule léger, c'est toujours problématique. Donc la première, si on parle de sécurité routière, la première solution, c'est toujours scinder et sécuriser. C'est pas en disant une électrique, elle est OK jusqu'à 2000 kilos et une thermique jusqu'à 1600 kilos. Mais c'est quoi ça ? C'est toujours problématique. Oui, c'est vrai que la mise en application de ce type de coercition, c'est pas toujours simple pour d'abord la faire comprendre, la faire entendre, puis pour qu'elle soit appliquée. Est-ce que c'est vraiment applicable sur le terrain, cette interdiction ? Nous, on pense qu'il faut avoir une vision d'une ville apaisée qui apporte l'ensemble des bénéfices du portefeuille, sociaux, dans la sécurité et aussi environnementaux. Et donc, il faut faire rêver les gens d'une ville apaisée. Il faut séparer les voies, on est d'accord, mais on a toujours le problème des carrefours qui ne résout pas ce genre de choses. Et pour faire rêver une ville apaisée, pour moi, il faut communiquer. Il faut communiquer sur les bénéfices de ces mesures. Il faut faire des plans de communication sur les bienfaits et sur les avantages que ça peut apporter. Alors, Jos Kazemans, dernière question pour vous. Je vois que vous êtes d'accord. On terminera cette discussion sur un point d'accord. Mais il y a un point aussi, c'est évoqué dans l'étude, pourquoi pas interdire la publicité pour ces véhicules les plus lourds, parce que c'est vrai, quand on voit ces publicités, ils sont généralement sur des routes très dégagées et pas du tout dans un environnement urbain. Interdiction de la pub, vous dites quoi, Jos Kazemans ? Où est-ce qu'on met la barre ? On a interdit la pub pour les cigarettes et ça a renforcé les grandes marques. Ça leur a rendu la vie plus facile puisque les concurrents n'avaient plus aucune chance. Réfléchissons-y. Oui. Je veux bien des chiffres sur la question des fabricants de cigarettes. Vous pensez que l'interdiction de la pub, ça pourrait marcher ? C'est un levier qu'il faut considérer. En effet, je pense qu'en termes d'acceptabilité sociale, c'est un petit peu plus facile. On voit que la ville, par exemple, de Hague, La Haye, vient de prendre des mesures pour interdire la publicité des combustibles fossiles et des produits dérivés aux combustibles fossiles. On commence à avoir des exemples forts un peu partout en Europe sur cette question. Il va falloir réfléchir, notamment pour les monstres Dodge Ram de quasi 3 tonnes, où là, il n'y a plus d'espace en ville, c'est difficile de se garer. Est-ce vraiment réaliste de conduire ces véhicules ? On voit en tout cas qu'il reste beaucoup de questions à évoquer. Et c'est sûr, je suis convaincu qu'on vous réinvitera pour en parler parce que c'est un sujet qui va s'inviter sur la table du prochain gouvernement. Quid de la nouvelle fiscalité en matière automobile. Merci en tout cas d'avoir débattu sur ce plateau. Plus d'actu, c'est fini pour ce soir. Et demain, vous retrouverez Michel Gaillard pour un plus d'actu politique. Très bonne soirée à tous. Merci.